Ce live Twitch du 23 juin 2022. Et si on essaie de compter en jours après Bloomsday, on est à Bloomsday plus 7, puisque le Bloomsday, c'est bien sûr June the 16th, c'est bien sûr la journée au cours de laquelle se déroule toute l'action de Ulysses de James Joyce. Toute l'action de Ulysses se passe le 16 juin 1904, et depuis la publication du roman en 1922, les admirateurs, lecteurs, lectrices, adeptes, fans, je ne sais pas comment il faut dire, du roman, le célèbrent cette journée du Bloomsday tous les 16 juin. Le 16 juin dernier, c'était notre dernier live Twitch, que j'ai fait coïncider avec cette date-là, bien sûr, pour des raisons évidentes, et puis aussi pour une raison un petit peu plus incidente, qui était que dans le cadre de ce projet, j'avais prévu, j'avais fait le premier live Twitch le 2 février, centenaire de la parution de Ulysses à Shakespeare & Company, et je m'étais assigné pour tâche, pour mission, de lire la totalité du roman d'ici au 16 juin suivant. Ce que j'ai fait, puisque j'ai fini de lire Ulysses quelques jours avant, enfin tout début du mois de juin, ou toute fin mai, je ne sais plus très bien. Voilà, donc le pari a été tenu, le live Twitch se poursuit un petit peu, alors pas avec la même fréquence ou pas exactement avec la même régularité d'horaire qu'au cours des 3-4 mois du projet principal, mais aujourd'hui, 23 juin, j'ai décidé de cette date, comme toujours sur Twitter, avec un certain nombre d'autres fidèles, d'entre les fidèles, et donc voilà, donc ça y est, j'ai enfin une première spectatrice, Delphine, bonsoir, et donc on va attendre de voir si, je crois qu'au moins Jacques devait être parmi nous, et puis on aura peut-être 2-3 autres spectateurs, spectatrices qui interviendront dans le cadre du chat. Je l'espère, voilà, j'espère que ça va bien de ton côté. Parmi les personnes qui sont excusées aujourd'hui, c'est pas quoi, voilà, je fais pas le roll call, je pointe pas les absents, mais au contraire, je salue les personnes qui font vivre et ont fait vivre depuis maintenant 4 mois et demi ce projet de Ulysse centenaire et ce live Twitch. Si j'ai bien suivi, Apple and Pears ne sera pas présente aujourd'hui, je crois. Il me semble qu'elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas être là cette semaine, quel que soit le créneau. Il faut juste que je vérifie ça, parce que j'ai fait le 21 juin, je crois, donc ce que je dis, le 20 juin, un sondage. Donc, il y avait 5 personnes qui avaient voté, 4 qui s'étaient prononcées pour jeudi à 18h. Voilà, donc on est toujours en petit comité, et puis on va parler de ce qui m'a été suggéré par Jacques, et puis Delphine avait proposé un sujet sur la démocratie participative selon Bloom, dont on s'est demandé si c'était une plaisanterie, et ça n'était pas entièrement une plaisanterie, mais il fallait pour ça avoir la référence d'écouter les Bloomcast, puisque c'est un thème récurrent des discussions dans les Bloomcast, et moi j'ai pas tellement le temps, j'ai même pas le temps du tout en ce moment. Donc voilà, donc apparemment c'est lié au délire de Bloom dans le chapitre qui se situe au bordel, notamment. Bon, ben voilà, c'est un sujet que je peux pas traiter parce que je vois pas très bien de quoi il ressort. Je suis pas sûr de pouvoir totalement traiter le sujet proposé par Jacques, mais en tout cas je vais essayer sans avoir rien préparé, parce que je suis moi-même au milieu d'une semaine assez compliquée aussi. Bon, mais c'est oui, ben, j'avais compris dans l'échange qu'on a eu ensuite sur Twitter, mais je réexplique rapidement pour des personnes qui nous rejoignent actuellement, puisque le compteur augmente un petit peu. Bonsoir Guillaume Vissac, traducteur, éditeur, écrivain, et aussi traducteur de Ulysses, et notamment dans le grand projet sur son site web Fuir est une pulsion, Ulysse par jour. Et bonsoir à Jacques qui nous a rejoint aussi. Voilà, donc je m'apprêtais juste à expliquer pourquoi, comme d'habitude, finalement, je n'ai rien préparé, ça va être une improvisation totale. La seule chose, évidemment, c'est que j'ai lu Ulysses entre le 2 février et le début du mois de juin.
Et donc, bon, même si je n'ai pas forcément tout lu très attentivement et de manière très approfondie, le projet peut se poursuivre. Donc bonsoir à Jacques, Guillaume et Delphine, et puis si d'autres nous rejoignent, eh bien on les accueillera bien volontiers. Donc je rappelle juste un petit peu le contexte de ce live Twitch. Je n'ai pas fait de séance lundi dernier, ce qui n'était peut-être pas tout à fait clair, ce qui fait que pour me faire un petit peu pardonner, parce que Jacques était en stand-by et m'avait écrit vers 6h du soir à l'heure habituelle en me disant est-ce qu'il y a un live Twitch ce soir, et j'avais complètement zappé le fait que peut-être que c'était pas clair, que j'en ferais pas. C'était clair pour moi, mais c'était pas forcément clair par ailleurs. Donc, encore mes excuses. Et donc j'ai fait un petit fil pour expliquer que Ulysse Centenaire, le projet Ulysse Centenaire, ce projet-là, allait se poursuivre timidement. Et donc j'avais fait voter pour un créneau. On a voté pour le créneau de jeudi à 18h. Et j'avais signalé que Jacques donc m'avait parlé en message privé de la possibilité, je cite, d'aborder les listes accumulatives et énumératives qui émaillent le chapitre du Cyclope. Comme j'ai pas eu vraiment d'autres propositions, plus exactement une proposition de Delphine dont on a rapidement parlé là au début de ce live Twitch. Oui, j'avais raté, comme j'étais en train de regarder Twitter, j'avais raté le fait que Jacques avait dû nous quitter, recharger la page et revenir. J'espère que ça va mieux maintenant. Oui, donc je disais, voilà, Delphine avait fait une proposition, mais qui était vraiment liée à une sorte de petit délire du Bloomcast, et moi j'ai pas suivi le Bloomcast, et donc j'ai pas trop la possibilité de parler de ça, mais on pourra parler de plein d'autres choses. Donc suivant la proposition de Jacques, je vais la copier-coller et la mettre dans le chat, comme ça s'il y a des personnes qui nous rejoignent, ça sera indiqué. Donc on va parler de ça, aborder les listes accumulatives et énumératives qui émaillent le chapitre du Cyclope. Alors le chapitre du Cyclope, déjà, pour se le remettre un peu en tête, ou pour se rappeler de quoi il s'agit, c'est le 12e des 18 chapitres de Ulysses, dans l'édition Alma. Je ne sais jamais si c'est Alma Classics, je suis toujours tenté de dire Alma Classics. Oui, Alma Classics, c'est pas moi qui invente. Dans cette édition Alma Classics, dans laquelle j'ai lu Ulysses cette année, ça commence à la page 213 et ça se termine à la page 250. Donc oui, alors juste une parenthèse, parce que j'ai commencé, puis je me suis interrompu pour saluer les participants de ce soir. Oui, on sait qu'a priori Apple and Pears ne sera pas là, et Aster Girl ne sera pas là non plus, pour la simple et bonne raison qu'en fait, elle est ici même, chez moi, mais en train de jouer à des jeux de société, ou plus exactement, mon fils cadet est en train de lui apprendre un jeu de société qu'elle a depuis plusieurs mois et dans lequel elle ne s'était pas encore lancée. Voilà, donc je ne sais pas si à un moment donné on réussira à obtenir d'Aster Girl, de la mystérieuse Aster Girl, qu'elle soit moins mystérieuse et qu'elle vienne montrer son minois, je ne sais pas, on verra, ce sera le mystère de ce live Twitch, le petit suspense en dehors de toute considération joycienne. Fin de la parenthèse. J'en reviens donc à mon Cyclope, si j'ose dire. Page 213 à 250, le chapitre du Cyclope, je ne peux pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a à dire, je vous rappelle, le Joyce Project, le livre de Patrick Hastings, toujours, le Joyce Project, c'est un site web, le site, donc le livre de Patrick Hastings qui est sorti là très récemment et qui est quand même bien utile pour en quelque sorte débroussailler un petit peu l'essentiel des difficultés. Voilà, c'est Mystère Girl, absolument, très bien trouvé Delphine, on lui transmettra. Donc dans ce chapitre du Cyclope, une des ruptures fondamentales du chapitre du Cyclope, c'est tout d'abord qu'il y a un narrateur à la première personne qui est un personnage anonyme, qui est un pilier de bar, ou plus exactement un pilier de pub, qui reste anonyme, qui apparemment est un personnage qui est absent du reste du roman. Et donc il y a là évidemment un des apports essentiels bien sûr de Joyce à l'histoire de la littérature, et en termes évidemment de narrativité, en termes de construction narrative, de construction de livres, le fait d'avoir des changements de point de vue, des changements de narrateur, mais aussi une rupture entre une narration de troisième personne et soudainement une narration de première personne, émanant qui plus est d'un personnage inexistant par ailleurs. Voilà, ça c'est évidemment un des éléments essentiels, un des apports importants bien sûr de Joyce aussi. C'est aussi ce qui fait que Ulysses reste,
chose dont on a déjà parlé un très grand nombre de fois, en dépit d'un certain nombre de difficultés de lecture, d'un certain nombre de réserves que l'on peut avoir ou que moi j'ai 100 Years Down the Line, voilà, c'est un jalon essentiel, bien sûr, de la modernité littéraire et de la littérature du XXe siècle. Voilà, donc la question donc, qui était posée par... Alors, un autre point qui est souvent souligné par les commentateurs, apparemment, j'ai regardé ça sur le Joyce Project, chez Patrick Hastings, bon, c'est relativement évident quand on le lit, c'est que l'antisémitisme que subit régulièrement Bloom, ici, trouve véritablement à s'exprimer, et notamment avec la figure du nationaliste irlandais, hein, qui est une figure extrêmement... présente, on va dire, vocale, qui la ramène beaucoup dans ce chapitre-là, et qui a une espèce de conception de la pureté irlandaise qui se matine très évidemment d'antisémitisme, ce que l'on découvre, je crois, dès les premières pages, parce que je crois qu'il pose la question, il demande circumcised, je crois, hein, ouais, enfin, en l'occurrence... oui, non, il y a un échange un petit peu antisémite dès le tout début, en fait, hein, dès le premier dialogue qui se trouve sur la page 213. Bon, autour de là, il y avait notamment cette référence explicite à la circoncision. Circumcised, I says I, a bit off the top. Donc voilà, donc il y a tout ce côté-là qui est présent aussi dans le chapitre. Et donc on va en venir à ceux dont Jacques vous voulez qu'on essaie de parler. Donc bien sûr Jacques, mais aussi les autres, vous êtes tout à fait... comment dire, enfin voilà, on espère que je sais pas comment le dire, que voilà, que vous aurez aussi des interventions à faire par rapport à ça. J'essaie de chercher un truc là et j'y arrive pas évidemment. En même temps, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pendant que je galère, parce que j'ai eu une idée tout d'un coup, je voulais vérifier quelque chose. Désolé pour le silence et l'interruption, mais comme j'ai rien préparé, c'est forcément pas très très pratique. Et en plus j'ai mon ordinateur qui a l'air de ramer un petit peu, beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je trouve pas. C'est pas grave, ça m'énerve. Il n'y a rien qui marche. Bon, c'est pas grave. Comme ça, vous ne saurez même pas pourquoi j'étais en train de m'énerver tout seul. Donc là, la question, c'est effectivement ces listes accumulatives et énumératives qui se trouvent à plusieurs... qui émaillent le chapitre du Cyclope, hein, pour citer ce que disait Jacques, est effectivement la première, à ma connaissance, mais Jacques me corrigera, c'est dès la page 215, l'énumération des animaux. L'énumération des animaux, et notamment, me semble-t-il, des animaux d'élevage, hein, je n'ai pas relu dans le détail, ça commence, c'est un paragraphe qui commence par « And by that way », and by that way wend the herds innumerable of bellwethers and flushed ewes and shearling rams and lambs and stubble geese and medium steers and roaring mares and polled calves and long wools and store sheep and calves, prime springers and culls and sow pigs and bacon hogs and the various different varieties of highly distinguished swine and Angus heifers and Polly bullocks of immaculate pedigree, together with prime premiated milch cows and beeves. And there is ever heard a trampling, cackling, roaring, glowing, bleating, bellowing, rumbling, grunting, chomping, chewing of sheep and pigs and heavy-hoofed kine from pasture lands of Lush and Rush and Carrick mines, and from the streamy vales of Thomond, from McGillicuddy's reeks the inaccessible, and lordly Shannon the unfathomable, and from the gentle declivities of the place of the race of Kiar. Their udders distended with superabundance of milk and butts of butter and rennets of cheese and farmers' firkins and targets of lamb and crannocks of corn and oblong eggs in great hundreds, various in size, the agate with the dun. Sachant, tout en disant que dans ce passage-là, il y a tout un tas de mots que je ne suis pas totalement sûr de comprendre. Par exemple, les beeves, je ne sais pas ce que c'est, je vois ce que sont les bees, je vois pas ce que sont les...
ou alors c'est le pluriel de beef, en fait, oui, j'avais même pas fait attention, milch cows and beeves, en fait, il fait un faux pluriel saxon, ou peut-être est-ce un archaïsme, c'est-à-dire qu'il accorde beef avec un pluriel un peu comme hooves ou comme roofs, donc beeves. Donc ça pourrait être intéressant d'aller voir ce que fait la traduction de ça d'ailleurs, j'aurais peut-être le temps de regarder au moins cette traduction-là. Il me semble, et Guillaume va nous confirmer ça, il me semble que dans Ulysse par jour, Guillaume Vissac, tu n'es pas encore arrivé à ce chapitre-là. Donc sinon on ira regarder, mais j'avoue que là ça voudrait dire que je suis complètement à l'ouest, ce qui serait pas totalement surprenant. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc dans cette première énumération, il y a effectivement une espèce d'abondance comme ça, de l'élevage, c'est ce que dit Jacques dans la... Ah, voilà, on va y venir, je t'ai fait cracher le morceau, si j'ose dire, Guillaume. C'est que, bien entendu, on s'en doute, hein, je pense pas que ça soit une révélation ou un lapsus ou que tu te trahis particulièrement. Il va de soi, et on s'en rend compte d'ailleurs parfois quand on cherche avec des liens, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont mises en ligne un peu à l'avance, etc. Et il va de soi que Ulysse par jour, je me doute bien que tu ne peux pas te connecter tous les jours et traduire tous les jours, que c'est pas exactement la contrainte. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà traduites et que tu n'as pas encore mise en ligne. Donc là, je pourrais pas te dire, il faudrait aller revérifier en même temps sur le site web. Et là, je peux pas le faire au moment où je le dis. Mais comme j'improvise et que j'ai pas eu le temps de vérifier, j'ai pas non plus regardé les traductions. Les deux seules que je connaisse, que j'ai à ma disposition, c'est ta traduction, hein, Guillaume, fuir est une pulsion, Ulysse par jour, et puis la traduction de 1929, hein, par Morel, Gilbert et compagnie. Voilà, à ma connaissance, je peux me tromper, on vérifiera, mais à ma connaissance, la traduction du Cyclope n'est pas en ligne. Donc ici, première énumération, comme le dit Jacques, liée aux nourritures, pour moi là il y a véritablement une côté abondance, la liste, l'accumulation énumérative, de manière relativement simple finalement, elle désigne l'accumulation de nourriture, l'idée de corne d'abondance, l'idée de pléthore de nourriture, dans un fonctionnement qui est un petit peu celui aussi des listes, ou peut-être un peu des phatrasies, mais aussi peut-être des listes médiévales, qui est un procédé qui a été repris en partie aussi par Rabelais, c'est-à-dire qu'on retrouve ça très souvent dans Rabelais, hein, les énumérations de jeux, de nourriture, de boissons, etc. Donc il me semble qu'on a cet aspect-là aussi. Ici c'est relativement simple, ensuite je ne dis pas que c'est forcément toujours simple à comprendre, mais c'est relativement simple. À la page suivante, Alma Classics, on a ici une énumération de noms propres qui sont liés en fait à des symboles de l'irlandité, et c'est évidemment ça va être là pour le coup complètement parodique, ça va jouer totalement le rôle, un rôle d'exagération parodique, afin de, sans doute, je pense quand même, de se moquer des nationalistes irlandais, ou d'une certaine forme exacerbée de nationalisme irlandais. D'ailleurs, c'est très net dans le livre que j'ai fini de lire là, il y a quelques jours, et dont je parlais la semaine dernière, le roman de... est-ce que je l'ai là? De Nuala... Enfin, c'est pas possible. De Nuala O'Connor, Nora, bon, qui est très bien. Et effectivement, si elle s'est appuyée sur des réelles biographies de Joyce et de Nora, apparemment, il n'était pas très... Voilà, il était quand même très critique du nationalisme irlandais, il était très sceptique de ses excès. Donc là, il y a la liste... Alors c'est la liste des héros, absolument, hein, Jacques, hein, c'est les héros et les héroïnes, je ne vais pas tout lire pour le coup, mais ça commence au milieu de la page 216. Alors ce qui est toujours très intéressant, je vais essayer, je ne sais jamais comment montrer le truc, c'est là, oui, j'ai vraiment un problème moi, de latéralisation, je ne comprends pas ce que je suis censé montrer. Attendez, c'est ça, voilà. C'est ça, alors, je vais juste vous montrer ça, vous n'allez pas voir grand chose, mais ce qui est intéressant en fait sur l'édition Alma, c'est qu'on voit bien que dès qu'il y a ces énumérations, il y a un nombre incalculable de notes. Hein. Les notes, les appels de notes, ils sont là.
Et on voit évidemment que pour chaque nom, ils ont fait une note. Bon, ce qui est un peu normal, même si on pourrait se dire que Napoléon Bonaparte, par exemple sur cette ligne-là, ou Benjamin Franklin, ou Dante Alighieri ne nécessitent pas, ne requièrent pas une note. J'essaie de voir ce que je vous montre. C'est pour ça que vous voyez le bas de mon visage, là, comme ça, je suis dans une position particulièrement ridicule, mais c'est pour essayer de voir ce que je vous montre. Ça fait super mal aux yeux, bon, peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y a une longue liste, et je vais juste vous donner le lancement de la liste. He wore a long unsleeved garment of recently flayed oxhide, reaching to the knees in a loose kilt, and this was bound about his middle by a girdle of plaited straw and rushes. Beneath this, he wore trews of deerskin roughly stitched with gut. His nether extremities were encased in high balbriggan buskins dyed in lichen purple, the feet being shod with brogues of salted cowhide laced with a windpipe of the same beast. Donc déjà, la tenue vestimentaire du personnage est un peu ridicule, elle est quand même extrêmement exagérée dans son archaïsme rural, un peu mythologique, et ça continue. From his girdle hung a row of sea stones which dangled at every movement of his portentous frame, and on these were graven with rude yet striking art the tribal images of many Irish heroes and heroines of antiquity. Et donc, c'est ainsi que commence la liste. Many Irish heroes and heroines of antiquity. Donc ça commence évidemment par Courlin, Conn of 100 Battles, Neil of 9 Hostages, Brian of Kincora, Joseph Murphy, ça continue. Et puis très vite, ça se met à déconner. Captain Boycott, Dante, Christopher Columbus, Marshall McMahon, ça c'est super, Charlemagne, The Mother of Maccabees, The Last of the Mohicans, The Rose of Castile. Et donc évidemment là, le narrateur probablement pas, mais la voix octoriale derrière fait complètement déraper cette liste en sous-entendant. Alors, il y a deux choses ici. Il y a un principe stylistique d'accumulation burlesque, un peu destructrice. Il y a un côté peut-être un petit peu nietzschéen là derrière, une sorte d'énumération à coups de marteau, un peu d'une histoire de casser un petit peu tous ces mythes du nationalisme irlandais. Et il y a dans cette énumération, évidemment, Jules César, Paracels, Mahomet, enfin bon, il y a même le capitaine Nemo, donc voilà, donc c'est presque toute la culture noble et populaire qui se retrouve, toute l'histoire du monde entier qui se retrouve dans cette énumération, comme si effectivement le nationalisme irlandais cherchait absolument à tout s'approprier. En même temps, c'est aussi le texte qui s'approprie tout ça. Donc c'est un mouvement extrêmement ambivalent, extrêmement équivoque, qui à la fois moque le nationalisme irlandais et sa récupération, mais qui est aussi en soi une récupération textuelle par l'énumération. C'est comme ça que je le vois vraiment ici. Oui, quand on lit Ulysses sans aucune espèce de connaissance biographique, on voit bien que c'est un livre qui n'est pas pro-nationaliste et qui, dans un moment qui était un moment quand même de Irish Revival, etc., se situe vraiment à distance, au minimum, le met à distance, sans nécessairement explicitement le critiquer ou le satiriser, le met à distance. Et puis dans certains passages, c'est relativement évident qu'il s'en moque, en fait, qu'il détourne, en fait, tous les excès rhétoriques ou représentatifs du nationalisme irlandais. Donc cette liste-là, pour moi, elle a cette signification et ça continue. On va peut-être lire la toute fin. Adam and Eve, hein, ce sont donc des Irish heroes and heroines of antiquity, hein, quand même. Juste après, hein, vous avez Boss Croker, Herodotus, Jack the Giant Killer, Gautama Buddha, Lady Godiva, The Lily of Killarney, Balor of the Evil Eye, The Queen of Sheba, Akinagel, ça je sais même pas qui c'est, Joe Nagel, Alessandro Volta, donc il y a même des inventeurs, des grands scientifiques, Jeremiah O'Donovan Rosser, Tom Philip O'Sullivan Beer. Bien. Donc là, pour moi, dans cette liste complètement exagérée, je retrouve en fait, ça m'avait pas frappé quand je l'avais lu, mais là, en recherchant juste, parce que quand Jacques m'a posé cette colle un petit peu, m'a dit tiens, on pourrait parler de ça, et merci, parce que ça invite à revenir un peu, à réapprofondir la lecture. J'avais déjà un peu oublié
le chapitre du Cyclope, donc c'est bien de me replonger dedans, merci beaucoup. Ça m'avait certainement pas frappé à la lecture, mais là, en le regardant comme ça et en relisant juste vite fait ces quelques passages énumératifs, je me dis que le modèle rabelaisien, il est certainement derrière quand même, à savoir qu'il y a probablement plein d'autres choses, et je pense que le modèle rabelaisien est derrière, il faudrait aller voir s'il y a forcément eu des explorations critiques, théoriques, sur l'influence, évidemment, de Rabelais sur les constructions narratives et rhétoriques de Ulysses. Bon. Ça, c'est donc un deuxième passage. Un passage qui est un peu plus loin, il y en a certainement d'autres avant, mais je vais m'arrêter sur celui-là. Il se trouve à la page 224, bas de la page 223, haut de la page 224 de l'édition Alma Classics. C'est la délégation qui accompagne le vice-roi, si je ne me trompe pas. The vice-regal house party, which included many well-known ladies, was chaperoned by their excellencies to the most favorable positions on the grandstand, while the picturesque... Ah ben voilà, c'est la délégation de l'île des... de la... Oui, alors oui, je m'interromps quand même. Deux choses, déjà. Le tout dernier commentaire, celui de Jacques, la délégation des amis de l'île d'Émeraude. C'est ce que j'allais commencer à lire. Je vais revenir sur ma lecture, il n'y a pas de problème. Remarque à Delphine, oui, les torches-cul, hein, le torche-cul, la recherche du torche-cul. C'est pas forcément uniquement à ça que je pensais, parce que dans la recherche du meilleur torche-cul, je ne sais plus si c'est par Gargantua ou par Pantagruel d'ailleurs, il n'y a pas l'énumération stricte, à savoir qu'à chaque fois il a essayé ça, il a trouvé ceci, il a essayé ça. Là moi je pense vraiment à des passages qu'il faudrait rechercher, hein, ce que j'ai pas fait du tout, dans Rabelais, où il y a vraiment une énumération pure pour le plaisir de l'accumulation de noms, presque de manière totalement juxtaposée, hein, vraiment une véritable accumulation, c'est-à-dire qui efface tout effet de syntaxe, qui est dans une totale esthétique de liste et d'accumulation. Mais voilà. Donc je reprends ce passage-là, et je crois que là j'avais cherché la traduction, et j'ai regardé la traduction, je ne vous mens pas, 15 minutes avant de faire le live Twitch, et ça m'a amené à ça. Et alors là, l'énigme est totale. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec cette énumération-là, et j'aurais probablement pas le temps d'aller regarder d'autres énumérations, sauf si Jacques me dit il y a celle, il y a je sais pas, il y en a une à la page 231 avec l'énumération de tous les membres du clergé, des ecclésiastiques, et là c'est pareil, je ne sais pas si c'est des vrais personnages ou pas, mais ils ont tous des noms complètement évidemment irlandais, et je le montre rapidement, puis je reviendrai à l'île d'Émeraude après. Et donc à chaque fois qu'il y a ces énumérations de noms, on constate évidemment, comme toujours, hein, vous voyez ce que je montre au-dessus de mon doigt, tous les petits appels de notes, parce que évidemment là, les annotateurs de l'édition Alma Classics, ils s'affolent, il y a plein de noms. Donc là, il faudra aller voir dans le détail si ce sont des vrais ecclésiastiques de l'époque ou pas, ou des figures inventées, ou un mix des deux. Mais il y a un côté très évident. Donc, je reviens à ma fameuse énumération du bas de la page 223, haut de la page 224. Je vais la lire en anglais, et puis je vais la lire en français dans la première traduction, la Morel, Gilbert, etc., à cause de ce que ça suggérait. Moi, ce que j'avais noté à l'époque, au moment où je l'ai lu, j'avais noté ceci. Est-ce qu'on va le voir dans mon exemplaire? Je ne sais pas ce que je montre. Est-ce qu'on voit ce que j'ai écrit là en haut? Est-ce je vois? Alors je signale l'arrivée imminente de quelqu'un qui dit je vais être discrète, mais qui visiblement va pas l'être, donc c'est pas grave. Voilà. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a écrit là sur mon livre ou pas? Je sais pas. Ok, on a une bonne nouvelle, donc c'est pour ça, voilà, bon, ça ricane autour de moi, c'est pas possible. Attention, je vais mettre la caméra bien. Non. Bon, il y a une bonne nouvelle, donc c'est vraiment ridicule. Ça. Bon, bref, donc je peux vous le dire, quand on est en tout petit comité, mon fils aîné a été admis dans le master
qu'il désirait le plus, qui est le master, qui est un master de biologie, environnement, urbanisme à Rennes. Voilà. Donc voilà, vous l'aurez appris en direct comme moi je l'ai appris en direct. Bon, il faut que j'essaie de reprendre le fil de mon live Twitch. Et je transmettrai bien sûr les félicitations voilà, des 3 présents dans ce live Twitch. Mais vous voyez, on est très peu, mais on est très actif et on est très soudés. Bien, je sais plus ce que je disais. Oui, la fameuse. Donc, je sais pas si vous avez vu ce qu'il y avait écrit. J'arrivais pas à faire ça avec un angle correct. Là, je sais pas. Tac, tac, tac. C'est là-haut, là. Je sais pas, non, vous voyez pas. J'essaie de l'approcher le plus possible. Bon, je vous ai laissé 5-6 secondes ou 10 secondes pour essayer de trouver. Moi, sur cette énumération-là, que je ne vous ai pas encore lue, mais que je vais vous lire, qui commence donc par Friends of the Emerald Isle, etc. Si vous voulez le retrouver vous, dans un texte en ligne aussi, hein. J'avais écrit Brighton Bar. Et Brighton Bar, pourquoi ? À cause de cet écrivain, qui est un écrivain extrêmement important pour moi. Hein. Donc là, c'est un de ses livres, c'est pas le plus connu. Hein. Brighton Bar, c'est un poète et écrivain sud-africain, né en 1939, un grand moderniste et postmoderniste, plus postmoderniste d'ailleurs peut-être que moderniste. C'est un poète qui a beaucoup écrit en afrikaans, sa langue maternelle c'est l'afrikaans, mais qui a aussi beaucoup écrit en anglais, qui s'est traduit en anglais, et qui a publié certains livres directement en anglais, sans que je sache réellement, parce que j'ai jamais vraiment cherché sur ça, s'il y avait des versions afrikaans, si c'était auto-traduit, etc. Mais voilà, le livre, le texte original, par exemple, c'est celui-là, il est en anglais. Il y a plein d'autres livres qu'il a publiés et écrits directement en anglais. Alors le ourtexte en quelque sorte est en anglais. Alors pourquoi je vous parle de Brighton Bar ? Parce que c'est un écrivain que j'ai découvert quand j'avais, je dirais, 18-19 ans, auquel j'ai consacré mon mémoire de DEA en 1997-98, donc j'avais 23 ans. Et alors il y avait 3 livres dans mon mémoire de DEA. Je parlais aussi d'un livre de Noureddin Farah qui s'intitule Maps, et puis d'un livre de Ben Okri qui s'appelle The Far East Road, peu importe. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur Memory of Snow and of Dust, et c'est un livre dans lequel je ne me suis pas replongé récemment, mais auquel je suis revenu assez régulièrement, et je n'arrête pas de me dire qu'il faudrait que j'ai plus de temps pour revenir un petit peu à Brighton Bar. Bon, comme je suis plutôt spécialiste des littératures non européennes, des littératures africaines, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est, c'est vrai que l'Afrique du Sud n'est pas tellement mon terreau, on va dire, le plus... ça n'est pas ma spécialité principale, j'ai pas eu vraiment l'occasion de revenir sur Brighton Bar, mais c'est un écrivain qui est très important pour moi. Et Brighton Bar, dans ce livre-là, il n'arrête pas de faire, en disciple de Joyce, ce que fait Joyce ici, des énumérations, hein, des énumérations comme ça, de quantité comme ça, de délire onomastique. Je veux juste vous montrer... Alors ce livre a été traduit, j'ai jamais lu la traduction. Ce livre a été traduit alors Memory of Snow and of Dust, c'est un livre de 1989. Il a été traduit très vite après sous un titre très proche, Mémoire de poussière et de neige. Et je crois qu'il a dû être traduit par Jean Guilouano, mais j'ai pas vérifié, il faudrait vérifier. Et donc Memory of Snow and of Dust, pour moi c'est vraiment un livre absolument central, essentiel, dont on ne peut pas faire le tour. C'est un peu comme l'Ulysses, c'est des livres dont on ne sort jamais réellement, à mon avis. Et donc, par exemple, au début de la deuxième partie, c'est un livre qui est en 2 parties, c'est un diptyque, et vous avez ce chapitre 3, qui est une liste de personnages, The Characters. Alors, mon exemplaire est beaucoup gribouillé, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, et donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de personnages qui viennent de différentes cultures. Greta Garbo, donc il y a un personnage qui a le nom d'une actrice suédo-américaine, hein, Greta Garbo. Vous voyez, vous avez Guido Di Piero Di Gino, painter. Vous avez Schlockmeister. Vous avez quoi ? Qu'est-ce qu'on voit ? J'arrive pas à lire, moi. Donc vous avez évidemment plein de références diverses. Bud Parker, jazz musician. Voilà. Donc, et puis il y a évidemment un personnage très important là-dedans qui est Walzer, qui est en fait un réinvestissement onomastique du grand écrivain suisse germanophone Robert Walzer. Bon,
une influence majeure pour Breitenbach. Bon, il y a dans ce jeu, autour des énumérations, autour des noms, etc., une influence évidente de Joyce. Donc quand j'avais lu ça, bien finalement, moi j'avais réagi avec ma lecture antérieure et antécédente d'un texte influencé par Ulysses. Merci à Jacques pour les liens dans le chat et sur le fait, ce que je ne savais pas, que Breitenbach était venu à Étonnant Voyageur. Il faut savoir que ça fait plusieurs années que je me dis qu'il faut que j'aille à Étonnant Voyageur à Saint-Malo et que j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Cette année, on était vraiment à 2 doigts d'y aller, et puis en fait, c'est toujours à une très mauvaise période au niveau boulot, mais c'est un peu toujours des mauvaises périodes au niveau boulot. Donc j'y suis pas allé, mais je savais pas qu'il était venu. Bon, il écrit plus énormément depuis quelques années. Bon, il a un peu plus de 80 ans. Il publiait surtout de la poésie. Il avait écrit 1 ou 2 livres un peu plus autobiographiques aussi. Donc j'ai pas suivi de manière très proche ce qu'il fait depuis 10 ans, et encore moins ce qui a été traduit en français. C'est un auteur qui a été incarcéré pendant plusieurs années par le régime d'apartheid, et qui ensuite a vécu longtemps en France après sa libération. Et en fait, c'est un auteur qui a été relativement populaire dans le milieu intellectuel, littéraire, éditorial parisien et français. Et puis bon, dans les années 80, on va dire 90, puis là, depuis 20-25 ans, il a disparu à peu près des radars. Bon, il a été invité à Saint-Malo, visiblement. Je ne dis pas, il n'a pas totalement disparu. Il n'a pas du tout la popularité qu'il avait, je pense, dans les années 80-90. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai découvert. Je l'ai découvert au début des années 90, un peu par hasard, en écumant les librairies anglaises, les rayons littérature africaine, littérature sud-africaine, etc., des librairies londoniennes, etc., etc. Donc voilà, donc j'étais un peu tombé dessus presque par hasard, et pas en France en tout cas. Donc voilà la première chose que j'avais écrite. Alors je vais quand même lire cette fameuse énumération, ensuite je lirai la traduction, je vous dirai 2-3 mots, puis voilà, faut pas hésiter à réagir. Donc, the Vice-Regal House Party, which included many well-known ladies, was chaperoned by their excellencies to the most favorable positions on the grandstand, while the picturesque foreign delegation known as Friends of the Emerald Isle was accommodated on a tribune directly opposite. The delegation, present in full force, consisted of Commendatore Bacci Benino Benone, the semi-paralyzed doyen of the party to be assisted to a seat by the aid of a powerful steam crane, Monsieur Pierre-Paul Petit-Épatant, the Grand Joker Vladimir Polk-Van-Kirchhoff, the Arch-Joker Leopold Rudolf from Schwanzenbad Odenthala, Countess Martha Viraga Kisashoni Putrapeshti, Iram Aibumbost, Count Athanatos Karamelopoulos, Alibaba Bakshish Rat Lukum Effendi, Señor Hidalgo Caballero Don Pecario y Palabras y Paternoster de la Malora de la Mararia, Okopoko Arakiri, Ihum Chang, Olaf Kober-Kedelsen, Minir Trick van Trumps, Pan Polax Paddy Risky, Guspont Kratschina Brich, Hochhausdirektor Präsident an Schüchlich-Teuli, Nationalgymnasiumsmuseum Sanatoriums und Suspensoriums Ordinary Privatsdozent Generalhistorie Special Professor Dr. Kriegfried Über Allgemein. Et ça, c'est le dernier. Et j'ai essayé de lire, mais c'était à peu près impossible. Le titre, en fait, du dernier personnage, le Dr. Kriegfried Über Allgemein, dont le prénom veut dire littéralement guerre paix, Kriegfried, qui est un jeu évidemment sur Siegfried, guerre paix, Über Allgemein, qui veut dire partout et ensemble. Donc littéralement, son nom en allemand signifie guerre paix partout ensemble. Et donc il y a ce titre qui fait 1 ligne et demie quand même dans l'édition Alma Classics. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Voilà, c'est par là. Où est-ce que c'est? Voilà. Mets ton doigt où j'ai mon doigt pour citer San Antonio. Voilà. Donc là vous avez donc donc là Joyce il s'amuse à la fois avec la langue allemande, mais il s'amuse aussi bien sûr avec le côté agglutinant de la langue allemande. Le titre est évidemment un titre qui joue de la capacité de l'allemand à agglutiner comme ça, à faire un seul mot avec plein de sèmes ou de lexèmes différents. Et là, évidemment, il met tout en même temps, le sanatorium, tout. Enfin, évidemment, c'est n'importe quoi. Donc, cette liste
évidemment, là encore, a une portée hyperbolique et surtout une portée évidemment outrancière et parodique. Hein, c'est censé faire rire. Alors, c'est des blagues d'intello quand même. C'est des blagues d'intello qui parlent 10 langues aussi, parce qu'il y a évidemment certainement des blagues en polonais et en espagnol, et je sais pas quoi que j'ai pas comprise. Alors, si celle en espagnol, ça va quand même, parce que c'est quoi Señor Hidalgo Caballero, Don Pecario y Palabras y Paternoster de la Malorra de la Malaria. Bon, il s'amuse évidemment avec des homophonies et des paronymies, etc. à tous les niveaux. Et je vais donc vous lire cette énumération dans la traduction française de Morel et Gilbert, révisée par Larbaud et Joyce. Et c'est pour ça que ça m'a soudainement rappelé ceci, dont on va parler 2 minutes, et qui va nous ramener au projet Pinger fait en 2018-2019 et avorté depuis. Laissé à mi-chemin, j'en ai fait la moitié, puis j'ai arrêté. Les invités du vice-roi, parmi lesquels on remarquait un certain nombre de dames en vue, furent conduits par leurs excellences elles-mêmes jusqu'aux meilleures places de la grande tribune, tandis que la pittoresque délégation étrangère, connue sous le nom des Amis de l'île d'Émeraude, occupait une autre tribune située exactement en face. La délégation, au grand complet, comprenait le commandeur Bachi Benino Benone, le doyen de la société à demi paralysé qu'il fallut hisser sur son siège à l'aide d'une puissante grue à vapeur, Monsieur Pierre-Paul Petit-Épatant, le grand truc Vlalekroumir Tirmolardov, et donc là on voit que les jeux de mots sont traduits, c'est-à-dire que tous les noms qui utilisent un peu d'anglais en les matinant d'une autre langue étrangère pour faire des noms plaisants, c'est-à-dire pour faire des plaisanteries avec des noms, donne lieu évidemment à une traduction. La Vladimir Pokankerchev, qui est donc littéralement poke the handkerchief, Pokankerchev, c'est censé faire nom russe, ressembler à un nom russe, mais c'est poke the handkerchief, c'est-à-dire tripote le mouchoir. Donc là ici Tirmolardov. Bon, voilà, donc c'est vachement intelligent, en fait, c'est très pertinent comme traduction. Architruc Léopold Rudolf von Schwanzenbach Odentala, la comtesse Maraviraga Kitsatsoni Putrapeshti, Iram Ibombust, Kontatanatos Karamelopoulos, bon là les jeux de mots sont, enfin les noms sont conservés tels quels, Alibaba Bakshi Shrak Lukum Effendi, c'est le côté orientalisant, racialisant, mais je pense pas du tout déconstruit par Joyce d'ailleurs, mais bon, peu importe. Señor Hidalgo Caballero, Don Pecadio y Palabras y Paternoster de la Marora de la Malaria, Okopoko Harakiri, là je ne sais pas s'il y a Hocus Pocus, je suppose, hein, c'est-à-dire que là encore, comme pour le russe, c'est un jeu de mots, c'est un jeu avec les sons, avec la langue, c'est censé être un nom japonais, un nom authentique japonais, et évidemment il est composé d'un signifiant qui est très fortement anglicisé au départ, Hocus Pocus, Okopoko, et Harakiri, bien sûr, que tout le monde comprend. Hihung Chang, Olaf Koberkedelsen, Miner Asvan Roidam. Asvan Roidam, ça je sais pas ce que c'est, ça vient d'où ce truc? Ah oui, Trick Van Trumps. Ok, donc ça c'est Trick Van Trumps. Et effectivement, Trick et Trumps, c'est des atouts dans le jeu de cartes, j'avais même pas compris ça. Donc heureusement qu'il y a des traductions pour comprendre le texte. Miner Asvan Roidam, Tignas Panpa de Risky, bon, ça on l'a vu. Patapon Kratchridabichif, House directeur président. Et là, bon, ensuite, après, il garde tel quel le titre, ou quasiment tel quel, le titre ainsi que le nom de Kriegfried Überallgemein. Donc ça veut dire qu'évidemment, on a un cas très très, éclairant, très intéressant de la question de la traduction des noms propres, quand ces noms propres ne sont pas des noms réels, de personnes réelles, quand ce sont des noms inventés, et notamment quand ce sont des noms inventés avec volonté d'une forme de charge humoristique ou de charge burlesque. Comparons, j'en ai déjà parlé, Vladimir Pokankerchev, c'est censé ressembler à un nom russe, mais il y a une blague en anglais. Et donc, pour conserver la blague en anglais, pour conserver la blague sur le nom russe dans la traduction française, ça devient Tirmolardov, pour que le lecteur français puisse aussi rigoler un bon coup, ou pas rigoler s'il ne trouve pas ça drôle, ça c'est autre chose. En revanche, pour le dernier nom, le jeu de mots, enfin le jeu de mots, encore c'est pas un jeu de mots, espèce
de jeu sur les sens, de jeu de langue, plus exactement, plutôt qu'un jeu de mots, Krieg, Fried, über allgemein, eh bien, dans le texte anglais comme dans la traduction française, eh bien, il y a des lecteurs et des lectrices qui ont des connaissances en allemand et qui vont être capables de décrypter, voire de savourer, voire de rire de la blague, et puis il y a celles et ceux qui ne vont pas comprendre parce qu'ils ne parlent pas allemand et que voilà, et ça leur échappe. Et donc de ce point de vue-là, bien sûr, la traduction française, elle se met au même niveau que le texte anglais. Si tu ne parles pas allemand, tu ne comprends pas. Bon, bah, quand tu es anglais et que tu ne parles pas allemand, tu ne comprends pas cette astuce du texte anglais, bah, quand tu es francophone et que tu ne parles pas allemand, bien, tu lis le texte anglais de Ulysse et tu ne comprends pas non plus. Donc on est au même niveau d'allusion culturelle. Donc c'est quand même très intéressant, hein. C'est tout ce qu'on appelle les désignateurs culturels, l'onomastique, toutes ces questions-là, qui sont très intéressantes en traductologie. J'en viens à Architruc de Robert Pinget, puisque dans cette traduction, vous l'avez peut-être entendu, les fameux, et ça n'est pas dans le texte anglais tel quel, c'est une traduction, Grand Joker et Arch Joker, qui sont donc les titres honorifiques parodiques évidemment, c'est sur le modèle effectivement de Archiduc, etc. Grand Joker et Arch Joker sont traduits par Grand Truc et Architruc. Alors Grand Truc, sans doute sur le modèle du Grand Turc, on pense à Molière, on pense au bourgeois gentilhomme évidemment, et donc Architruc sur le modèle de l'archiduc. Donc il y a certainement ce côté-là. Puis bon, Ulysse a été publié après la Première Guerre mondiale, et voilà, toute personne qui avait vécu la Première Guerre mondiale, et même après, est sans doute traumatisée par l'existence d'archiducs, et notamment évidemment des archiducs qui peuvent se retrouver à être assassinés. Moi, ce qui m'a évidemment frappé, c'est qu'on a dans cette traduction de Ulysses en français en 1929 par Morel, Gilbert, Larbaud et Joyce, ce mot architruc, qui est le titre d'une pièce de Robert Pinget. Donc Robert Pinget, c'est un écrivain, c'est un dramaturge et romancier d'origine suisse, ayant vécu presque toute sa vie en France, qui est un écrivain très important pour moi. Je lui ai donc consacré un projet dont j'ai fait la moitié, c'est-à-dire que j'avais prévu de faire une vidéo, enfin même en l'occurrence 2 vidéos par livre de Pinget en les relisant dans l'ordre chronologique. Je me suis arrêté à peu près à la moitié. C'est déjà ça de l'avoir fait. Et donc ça, c'est une pièce de 1964 qui a été créée à la Comédie de Paris en 1964 et que j'avais mise en scène en 1995 à Paris, à l'École normale supérieure. Voilà. Et donc j'avais mis en scène cette pièce et je jouais aussi le rôle du roi, le roi qui s'appelle Architruc. Donc je dois avouer que j'ai jamais fait, et à l'époque, en 1995, oui, il n'y avait pas le web, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc je n'avais pas fait de recherche particulièrement. Je crois que depuis, j'avais fait 1 ou 2 recherches rapides. Je n'avais pas trouvé tant de choses que ça. Peut-être qu'une des premières occurrences d'Architruc, ou en tout cas un des textes qui déforme le titre de l'archiduc en français pour le ravaler, parce que là évidemment c'est une critique burlesque, c'est-à-dire l'archiduc, ce titre qui est synonyme évidemment de pouvoir, de dignité, d'honneur, de se trouver évidemment tout en haut de la pyramide sociale et politique, il est ravalé bien sûr par l'architruc, c'est-à-dire c'est rien du tout. Alors il y a un certain nombre de commentateurs qui comprennent aussi le terme architruc comme le everyman, c'est-à-dire l'homme lambda, etc. Je ne crois pas que ça soit ça. Je ne crois vraiment pas que ça soit ça. Je crois vraiment que c'est et que c'est comme ça que Pinget le fait. C'est-à-dire c'est un roi ridicule. Dans le roman de Pinget qui s'intitule Baga, et dont Architruc le roi est le narrateur, donc c'est ces 2 livres qu'il faut lire en miroir l'un de l'autre, la pièce de théâtre Architruc et le roman Baga, c'est les mêmes personnages et c'est des histoires qui se répondent en quelque sorte. Le livre, le roman Baga commence par Je suis roi, roi de moi, je sais plus ce que c'est ensuite je vais vous le retrouver. Il est où Baga ? Il est là. Quand même, on va pas trahir les grands textes. Je suis un roi, oui un roi, je suis roi de moi, de ma crasse. Moi et ma crasse, on a un roi. Je veux dire la crasse de mon esprit, car j'ai un esprit qui s'encrasse. Donc on voit bien que là, le architruc, c'est un roi
abattu, c'est un roi déchu, c'est un roi déchu au sens politique, c'est-à-dire c'est pas le roi soleil, c'est le roi crasseux. Donc il y a ce côté-là. Donc voilà, j'ai trouvé, voilà, si je n'avais pas lu Ulysses, à coup sûr, j'aurais jamais regardé la traduction d'Ulysse, et puis si j'avais pas fait ces live Twitch, et si Jacques ne m'avait pas proposé de parler de ce chapitre du Cyclope, et notamment des énumérations, je ne serais probablement jamais allé voir ce passage-là de la traduction de 1929. Donc doublement merci, parce que je pense que là, on a une trace aussi assez évidente. Pinget, de manière moins évidente certainement que Breitenbach, est évidemment... comment dire, est évidemment influencé par les grands modernistes. Tous ces gens-là ont lu, évidemment, Joyce, d'autant que Pinget était un ami très proche de Beckett. Beckett a traduit une des pièces de Pinget, la Manivelle. Si vous le regardez, ils sont tous là parce que j'ai pas totalement renoncé. Ils sont juste là derrière, tous les Pinget, parce que j'ai pas totalement renoncé à l'idée de reprendre le projet. Voilà, dans l'édition Minuit, il y a la Manivelle, c'est bien marqué, la Manivelle, édition bilingue, texte anglais de Samuel Beckett. Donc voilà, donc ça c'est pas toujours quelque chose qu'on sait, même quand on connaît bien Beckett. Donc Beckett et Pinget étaient amis, et le théâtre de Pinget est d'ailleurs assez influencé quand même par Beckett. C'est un peu c'est un petit peu ma réserve. Je trouve qu'il y a des choses très très bien dans le théâtre de Pinget, mais je trouve finalement qu'il est beaucoup plus intéressant dans les romans, beaucoup plus original et beaucoup plus personnel et résistant en quelque sorte dans les textes en prose et dans les romans et dans les carnets aussi. Le théâtre est finalement un petit peu moins original quand même. Voilà. Donc évidemment, Pinget, ami de Beckett, forcément il a aussi attrapé tout ça. Donc il l'avait forcément lu. Donc Architruc, ça peut pas être totalement un hasard. Ça vient certainement de la traduction de Morel et Gilbert aussi. Voilà pour une piste. Et puisque Jacques dit c'est un roi qui pourra me plaire, puisque j'ai presque pris l'habitude maintenant de me servir de ces Twitch comme des prétextes à vous donner d'autres conseils de lecture, eh bien voilà, aujourd'hui j'ai parlé de deux écrivains qui me sont très très chers depuis très longtemps, Robert Pinget, Breitenbach. J'ai un petit peu ramené ces auteurs sur Joyce. Bon, on a parlé de Joyce quand même, on a parlé d'éléments du texte du Cyclope quand même, mais voilà, je vous conseille réellement ces livres-là. Baga, on peut très bien commencer à aborder l'œuvre de Pinget par Baga, c'est pas du tout une mauvaise idée, et on peut certainement commencer à approcher ou à aborder Breitenbach par Memory of Snow and of Dust, Mémoire de poussière et de neige. Voilà, j'ai pas parlé de tout ce dont il était possible de parler sur ces énumérations dans le Cyclope. Il me semble qu'elles ont généralement cette fonction un peu burlesque, accumulative, hyperbolique, qui vise un peu à ridiculiser ce dont il est question, qui vise à ridiculiser ces groupuscules, ces associations, ça a un côté un peu debunking, c'est en fait vraiment fait pour se moquer de tout ce qui est un peu comme ça digne, tout ce qui a des fonctions symboliques, etc. Bien. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, je suis absent toute la semaine, je suis à Toulouse et je vais être très occupé, beaucoup de travail. Cette semaine, j'ai énormément de travail parce que demain, j'ai 2 soutenances de master en plus de 2 surveillances d'examen. Aujourd'hui, j'ai corrigé les copies, j'ai surveillé les examens, j'ai préparé les plannings. Ça a été un peu ça toute la semaine. Hier, c'était les oraux non-stop. Bon. Donc la semaine prochaine, je suis à Toulouse, donc ça va vraiment pas être possible de faire un live Twitch, ou alors si vraiment j'ai une option qui s'ouvre, je vous informerai sur Twitter, mais a priori, on va plutôt se décaler sur la semaine du 4 juillet. Stay tuned. Et puis si vous avez si vous avez des questions, des choses dont vous voulez que je parle, vous voulez que, comme aujourd'hui, on consacre un live Twitch à un problème spécifique, à un passage spécifique, vous me taguez sur Twitter, évidemment avec mon @guillaume-singal, et puis aussi éventuellement, pourquoi pas, en utilisant le hashtag Ulysse centenaire et le hashtag Ulysses 100. Il faut pas hésiter. Donc normalement, oui, la semaine du 4 juillet, je ne sais pas très bien quand, peut-être le lundi soir même, le lundi 4 juillet au soir, c'est à vérifier.
Je pense qu'on a un peu fait le tour. C'est une séance un peu plus courte que les autres, mais c'est bien aussi. Hein. C'est pas la peine de diluer la sauce quand il n'y en a plus. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Ou plus exactement, bonne soirée à toi toute seule, Delphine, et à vous deux, Guillaume et Jacques. Et merci beaucoup pour les retours positifs et pour l'échange qui, moi, me font un petit peu approfondir. Voilà, ça me permet de laisser sédimenter parce que sinon, je pense que Ulysses, c'est une œuvre dont les détails, dont un très grand nombre d'éléments finissent par échapper, finissent par être relégués dans vraiment les confins de la mémoire. Donc, merci beaucoup. Et puis, Guillaume, merci de ton passage et je revérifie tout ça, je revérifie où on en est au niveau de Ulysse par jour, mais si je peux même pas compter sur toi pour me dire où on en est, non, je plaisante. Donc je vais aller regarder tout ça, et puis je rappelle, vraiment un conseil essentiel, fuir est une pulsion.net, si je ne m'abuse. Ouais, je ne vais pas vérifier ça maintenant, mais il me semble que c'est fuir est une pulsion tout attaché.net, et donc le projet Ulysse par jour. Mais si vous tapez dans Google Ulysse par jour, Guillaume Vissac, vous trouverez ça très aisément également. Bonne soirée.